rouge. Plusieurs voix s'élèvent toutefois pour demander au président Obama qu'il désigne pour la première fois de l'histoire américaine un ministre de la Culture, c'est tout dire. En 1992, le Québec adoptait donc sa première politique culturelle dont l'intention première était de faire de la culture une préoccupation centrale du gouvernement. Déjà, cette politique reconnaissait au gouvernement québécois les pouvoirs exclusifs qui lui sont nécessaires pour assurer ses responsabilités en culture. Elle l'amènera à déléguer la gestion des programmes d'aide aux artistes et aux entreprises culturelles à des sociétés d'État. Le ministère peut se consacrer aujourd'hui principalement à la diffusion de la culture, à sa démocratisation, en tenant compte de l'évolution des pratiques culturelles, des changements au mode de vie et de la transformation du tissu social, particulièrement dans la région de Montréal. 20 ans plus tard, dans un paysage culturel mondialisé, il est devenu impératif que les politiques culturelles publiques s'adaptent aux nouvelles réalités, notamment en ce qui a trait au numérique, au lien entre la culture et l'éducation, et à la reconnaissance de la culture comme composante essentielle d'un développement durable. Avec son agenda 21 de la culture, cher à Simon Brault et à plein d'autres de la communauté culturelle, le Québec se positionne en tant que leader international dans la mise en place d'instruments favorisant l'intégration de la culture au développement durable. En mettant à contribution l'ensemble de l'administration publique, soit les ministères et les organismes gouvernementaux, le gouvernement compte sur l'engagement de tous les secteurs de la société pour le développement culturel du Québec. Un colloque sur le sujet à Paris en novembre 2012, organisé conjointement par mon ministère et le ministère de la Culture et de la Communication de la France, a permis de mettre en évidence le fait que le Québec est toujours à l'avant-garde sur cette question fondamentale. Notre mission aujourd'hui, elle est claire et large à la fois. Il s'agit de favoriser l'affirmation, l'expression et la démocratisation de la culture dans le respect des valeurs de la société québécoise. Mais en raison de notre précarité linguistique et des limites de notre marché domestique, il est impératif de donner un solide appui à nos créateurs, un appui qui leur permette de se démarquer et de présenter leurs œuvres partout sur le territoire québécois et sur toutes les scènes du monde. Comme nous nous étions engagés lors de la dernière campagne électorale, dans l'horizon normal d'un mandat et non pour les 8 premiers mois, comme certains ont tendance à l'oublier, nous souhaitons augmenter le financement des arts et des lettres afin d'assurer la sauvegarde des acquis, le développement artistique en région, le renouvellement de la création et bien entendu le développement de la relève et celui des publics. Nous sommes au travail sur tous les secteurs, mais je porte à votre connaissance 4 chantiers importants. En dépit de nos succès cinématographiques ici et à l'étranger, un groupe de travail sur les enjeux et les nouveaux défis du cinéma québécois a entrepris ses travaux sous la coprésidence de Madame Rachel Laperrière, sous-ministre de la Culture et des Communications, et de Monsieur François Massérola, président et chef de la direction de la SODEC. Il nous apparaît crucial de maximiser l'accès aux œuvres que nous nous donnons grâce au soutien de l'État. Sous la présidence de Claude Corbeau, ancien recteur, et chargé de mission aux affaires académiques de l'Université du Québec à Montréal, un autre groupe de travail s'est mis en marche sur l'avenir du réseau muséal au Québec. Face aux bouleversements technologiques et aux besoins financiers grandissants, il nous apparaît opportun de dégager une vision d'avenir pour notre réseau muséal qui, avec plus de 13 millions de visiteurs annuellement, est un élément essentiel de notre paysage culturel. Bien que nous ayons la chance de compter sur des donateurs et des grands et généreux mécènes,
Le mécénat culturel a évolué au cours des dernières années et il nous apparaît important d'en évaluer les modes de fonctionnement. Aussi, tout en continuant de faire de l'État québécois un acteur incontournable du financement et du développement de notre culture, nous annoncions récemment, la Première ministre, le ministre des Finances et moi-même, la création d'un groupe de travail sur la philanthropie culturelle. Ce groupe, présidé par M. Pierre Bourgi, soumettra très prochainement des recommandations au gouvernement quant aux objectifs à poursuivre ou aux moyens à mettre en œuvre pour stimuler les dons individuels et d'entreprises. Nous avons également annoncé en début de mandat la tenue d'une commission parlementaire qui permettra de poser un regard objectif sur la pertinence d'une réglementation sur le prix unique du livre, le livre imprimé et numérique, et d'en mesurer les incidences socio-économiques, commerciales, juridiques et culturelles. Cette commission se tiendra prochainement. Tous ces chantiers avérés ou envisagés sont autant de gestes concrets pour affirmer que la culture, pour notre gouvernement, est une véritable affaire d'État. Conséquemment, en toute priorité, il nous apparaît crucial de placer le système d'éducation au cœur de notre mission culturelle, de reconnaître le rôle de l'école pour la démocratisation de la culture. L'âme québécoise se doit d'être nourrie, métissée, enrichie, contestée, bousculée, réinventée. Et cela ne peut se faire que par la culture et par l'éducation. Je suis de ceux qui croient fermement que la culture et l'éducation sont indissociables. C'est une conjonction qui justifie également notre volonté de faire de la culture une affaire d'État. Je peux témoigner de la manière dont, alors jeune étudiant au Cameroun, les arts à l'école m'ont sensibilisé aux enjeux sociaux et ont fait de moi un citoyen responsable. D'ailleurs, je n'aime pas penser à ce que je serais devenu sans cette immersion dans le monde des arts. Aussi, nous voulons stimuler la fibre artistique chez les jeunes de toutes les régions du Québec en leur permettant de multiplier leurs exemples, leurs expériences, dis-je, culturelles. L'actualisation de l'entente entre le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et mon ministère facilitera notamment la réalisation de projets d'artistes en résidence en milieu scolaire. Augmenter la participation des élèves à des sorties culturelles sera également un objectif à poursuivre. Cette initiative s'ajoutera aux autres engagements qui visent à soutenir le rayonnement des arts auprès des jeunes, dont un crédit d'impôt remboursable pour des activités artistiques et culturelles des jeunes de 5 à 16 ans, annoncé dans le budget 2013-2014. Aussi, cet apport de la culture à l'ensemble de notre collectivité nous apparaît à ce point essentiel que nous avons résolu de redonner au Québec le contrôle des principaux leviers de développement et de financement de sa culture. Cet impératif est dûment inscrit dans le projet de gouvernance souverainiste que nous proposons aux Québécoises et aux Québécois. Je crois que l'on peut rassembler les citoyens autour de la recherche d'une meilleure prise sur notre destinée, sur notre langue, sur notre identité, notre culture, nos politiques environnementales, nos institutions, notre régime fiscal, notre main-d'œuvre et nos lois sur l'immigration. Ce désir d'émancipation s'inscrit en filigrane au sein des 4 piliers de la gouvernance. La lutte à l'ingérence du gouvernement fédéral dans nos champs de compétences, le désir d'assumer pleinement nos pouvoirs en tant que peuple, avoir la complète maîtrise des responsabilités actuellement partagées avec le gouvernement d'Ottawa et enfin, le rapatriement des pouvoirs essentiels au développement du Québec. Sur ce dernier volet, dans le champ de la culture, le Québec dispose déjà d'un éventail de moyens d'intervention
mais il ne dispose pas de l'ensemble des leviers lui permettant d'être véritablement maître d'œuvre de sa culture. En attendant, nous ne restons pas les bras croisés. Il est temps de faire des avancées déterminantes qui permettront d'augmenter l'offre culturelle, notamment face aux nouveaux défis technologiques. Les défis sont grands. Aussi, il m'incombera de favoriser les liens entre la communauté des créateurs, la société civile et les gens d'affaires afin que la créativité et la vitalité culturelle du Québec participent au développement des secteurs d'avenir que représentent nos industries créatives, le multimédia, le numérique et les arts technologiques. En effet, de plus en plus de citoyens ont à portée de main un dispositif mobile qui permet de visionner, peut-être pas Dany, un dispositif mobile qui permet de visualiser, d'écouter de la musique, de lire un roman, de la poésie, ou encore de s'adonner à un jeu interactif. Nos créateurs voient donc s'ouvrir à eux des modes de création et de production inédits, alors que les citoyens ont un accès centuplé aux œuvres culturelles diffusées au sein des nouveaux environnements. Afin d'adapter notre soutien aux créateurs dans cet écosystème culturel en mutation, nous sommes résolus à concevoir une véritable stratégie culturelle du numérique au Québec. Face à une concurrence mondiale, en particulier américaine et à venir asiatique, qui dispose de moyens considérables, le Québec n'a d'autre choix que d'assurer la présence de sa propre culture sur la toile mondiale, c'est-à-dire de transformer le numérique que certains voient comme une menace en véritable opportunité. En effet, la culture est une porte d'entrée vers le numérique pour une majorité de citoyens et réciproquement, le numérique agit comme un tonique supervitaminé sur nombre de disciplines et d'industries culturelles. La stratégie culturelle numérique sur laquelle nous travaillons proposera donc des pistes pour utiliser les puissants leviers du numérique, qu'ils soient reliés à un nouvel essor des disciplines traditionnelles comme le cinéma, la littérature, le théâtre et la musique, ou encore à des secteurs en pleine croissance comme les arts numériques. Le ministère de la Culture et des Communications pilote cette réflexion avec l'ensemble des sociétés d'État, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le CALC, la SODEC, Télé-Québec et les musées nationaux, et nos grandes sociétés en art de la scène qui sont tous inscrits dans ce grand virage numérique. Le défi est de permettre une meilleure diffusion de nos œuvres à travers le monde et de permettre à toute la chaîne de création d'utiliser de nouveaux outils technologiques. Autrement dit, notre participation à la révolution numérique a pour enjeu, ni plus ni moins, une présence accrue de la culture québécoise sur la scène mondiale. Mais nous le ferons avec toute la vigilance voulue, car pour nous, l'accès aux œuvres ne peut se faire au détriment des créateurs. Et nous sommes fiers des récentes ententes conclues qui permettent de protéger les droits d'auteur de celles et ceux qui assurent la vitalité de notre culture. Et nous sommes par ailleurs des joueurs tenaces, voire redoutables, quand il s'agit de la sauvegarde de nos instruments d'aide à la culture. C'est ainsi qu'en 1999, le gouvernement du Parti québécois a appelé de ses vœux la création d'un instrument juridique international reconnaissant le droit des États d'adopter librement des politiques culturelles pour dire haut et fort que la culture n'est pas une simple marchandise et qu'il appartient aux États et aux gouvernements d'élaborer des politiques favorisant le développement culturel des populations qu'ils représentent. Nos efforts ont été couronnés de succès puisque le 20 octobre 2005, la Conférence générale de l'UNESCO adoptait la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Pour tous les observateurs sérieux, il est indéniable que sans les efforts du Québec, cette convention internationale n'aurait jamais vu le jour. Ainsi, les 126 États signataires et l'Union européenne reconnaissent aujourd'hui qu'il faut éviter que l'évolution du commerce remette en cause le rôle des États et des gouvernements et entraîne une standardisation qui mettrait à mal les cultures moins rentables et appauvrirait la diversité culturelle de l'humanité. Ce risque est particulièrement aigu à l'heure où la multiplication des accords de commerce et de l'explosion des possibilités technologiques. À ce sujet, les négociations d'un accord de libre-échange qui ont cours entre le Canada et l'Union européenne représentent, pour les défenseurs de la Convention, tels la France et le Québec, une occasion unique pour défendre notre pleine capacité à élaborer et à mettre en œuvre notre politique culturelle. Si des ministres souverainistes, en l'occurrence du Québec, se sont illustrés dans cette bataille internationale pour la protection de la diversité culturelle, nous sommes également sûrs d'en arriver un jour face à Ottawa à faire valoir pleinement la responsabilité québécoise en matière de culture. Le rapatriement des budgets fédéraux en culture, une demande traditionnelle dépassant les lignes de parti, assurer ainsi aux organismes culturels un guichet unique de financement et surtout la cohérence de l'action gouvernementale en création, en production et en diffusion. J'ai déjà échangé avec mon vis-à-vis à Ottawa, le ministre James Moore, et je suis confiant que nous entamerons bientôt de véritables pourparlers pour rapatrier les ressources dont nous avons besoin pour assurer pleinement et selon nos propres priorités le développement et le rayonnement de la culture québécoise chez nous comme à l'étranger. D'ailleurs, depuis 15 ans déjà, mais surtout depuis 2008, alors que les coupes pour cette seule année ont totalisé près de 45 millions de dollars, les retraits du gouvernement fédéral en culture sèment l'inquiétude, que ce soit dans le soutien aux musées, dans les programmes dévolus aux festivals et aux infrastructures culturelles,